Tu veux changer, tu veux être discipliné, peut-être que tu vas arrêter une addiction ou commencer à te respecter. Soyons honnêtes, une seconde, si c'était simple, tu l'aurais déjà fait. Ça, c'est une pyramide. Et chaque étage représente une profondeur de ton esprit. La question, c'est à quel niveau tu dois changer pour que ça marche vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer la structure exacte qui conditionne tous les comportements humains. Discipline, addiction, estime de soi, motivation, tout y passe. C'est une pyramide simple issue de la PNL que tu pourras appliquer dès aujourd'hui depuis chez toi. Et surtout, le plus important, tu vas comprendre pourquoi tu échoues à chaque fois et comment faire pour y arriver. Mais avant de commencer, laisse-moi juste me présenter. Moi, c'est André. Et depuis que je suis tout petit, j'ai qu'une seule obsession, c'est de savoir quel est le vrai potentiel de l'être humain. Ça m'a amené à me poser des questions comme est-ce qu'on peut vaincre une dépression tout seul? Est-ce qu'on peut se discipliner quand on ne l'a jamais été? Et jusqu'où on peut se transformer profondément à l'intérieur de soi? Après des années d'échecs, de tests, de remise en question sur moi-même, j'en suis venu à une conclusion simple. Tous les changements sur soi sont possibles. J'ai condensé toutes ces connaissances dans une structure de transformation et même un roman philosophique. C'est l'histoire d'un enfant perdu qui rencontre la version de lui-même mais un an plus tard. Et son moi du futur lui apprend jour après jour comment devenir plus fort. Je viens de le publier sur Amazon, si le livre t'intéresse, n'hésite pas à checker la description. Allez, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelques temps, j'ai regardé un documentaire sur Orelsan. Généralement, quand je me mets à regarder une série, ce sera sur, on va dire, 2 semaines, et mon seul divertissement pendant ce moment-là, ce sera cette série. Donc, quand j'ai commencé à la regarder, j'ai vu que directement, il y avait des choses qui changeaient en moi. C'est-à-dire que j'avais moins de discipline, j'étais moins de motivation aussi. J'ai pris du temps à faire le lien entre ce documentaire et mon comportement qui changeait. Et en fait, c'est quand j'ai fini le documentaire que je me suis rendu compte que les deux étaient totalement liés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Orelsan, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur qui a basé toute sa DA, toute sa direction artistique et son personal branding sur le fait que ce soit quelqu'un de fainéant, qui n'a pas forcément d'ambition et qui est arrivé là par hasard. Et c'est un peu ce qu'il montre dans tout le documentaire. En fait, inconsciemment, juste le fait de voir Orelsan tous les jours, en fait, c'est tellement débile. L'environnement, c'est le premier palier de la transformation et c'est le seul parmi tous les paliers qui est externe à nous. Tout le reste, c'est intérieur. Mais là, c'est une chose externe. Et l'exemple que j'ai donné est d'autant plus vrai, étant donné que le divertissement peut être considéré comme un acte d'hypnose douce, entre guillemets. Parce qu'en fait, on est passif, on regarde quelque chose et on intègre tous les signaux, qu'ils soient visuels ou auditifs, on les intègre à nous, sans même s'en rendre compte. Donc c'est vraiment puissant pour faire changer notre comportement. L'environnement comprend aussi le lieu, l'entourage, c'est-à-dire les personnes qu'on va côtoyer, le contexte aussi dans lequel on est, et même la musique qu'on va écouter, ou les choses qu'on va entendre, vont avoir une influence sur nous. Et pour que vous compreniez mieux à quoi correspond le contexte, moi dans ma vie, l'une des périodes où j'étais le plus discipliné, c'était en classe préparatoire. Et en fait, la classe préparatoire, le contexte, c'est vous prenez 30 élèves, assez bons généralement, plutôt bons on va dire, et vous les mettez dans une classe. Et le contexte, c'est travailler pendant 200 de façon acharnée pour avoir, après une école, un concours. Donc le contexte faisait qu'on était obligé de travailler et d'être discipliné parce qu'à la fin, on avait une échéance. Et c'est ça le contexte. Voilà. Un autre exemple que je peux donner, c'est peut-être sur l'amour de soi. Si aujourd'hui, vous manquez d'amour pour vous-même ou d'estime de soi, c'est peut-être parce que votre environnement fait tout pour que vous n'ayez pas d'amour pour vous-même ou d'estime pour vous-même. Peut-être que c'est votre entourage qui ne croit pas assez en vous, ou peut-être aussi que c'est votre téléphone portable qui, à longueur de journée, vous bombarde de contenus de personnes qui sont ultra riches, qui sont des Lamborghini, je sais pas quoi, qui ont des corps super. Et en voyant ça, vous vous comparez à eux et vous dites c'est ça la norme. Donc votre environnement vous fait dire que vous êtes faible par rapport à cette norme-là qui n'est pas la norme en réalité. Donc là, maintenant, aujourd'hui, si vous voulez changer, essayez de regarder à ce niveau-là, au niveau de l'environnement, qu'est-ce que vous pouvez changer pour influencer vous-même votre comportement. Est-ce que vous avez déjà entendu ces histoires de personnes qui, du jour au lendemain, se disent « à partir d'aujourd'hui, je vais me mettre au sport », ou bien « à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de fumer ». Et toutes ces personnes-là, elles sont au stade 2 du changement, et c'est ce qu'on appelle le comportement, ou l'action. Et comme son nom l'indique, il s'agit juste de changer son comportement. Alors oui, vous allez me dire, c'est simple, c'est facile à dire, mais comment on fait? Bon, déjà, c'est plus efficace que l'environnement, on rentre dans un stade supérieur parce que nos comportements et nos habitudes influencent directement ce qu'on fait par la suite. Si aujourd'hui vous avez procrastiné pendant 20 jours, vous avez beaucoup de chance, vous avez plus de chances de procrastiner le jour 21. C'est pour ça qu'on entend souvent ce chiffre qui est des 21 jours pour en créer une habitude. Parce que quand vous avez réussi à faire cette chose 21 fois, et maintenant ça fait partie de vous et vous avez changé votre comportement. Et donc il est intégré à vous. Maintenant vous l'avez compris, la clé pour changer à ce niveau-là de votre conscience, c'est la répétition.
Mais en fait, maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées à cette étape sans même le savoir pour une raison simple. Ils se posent la mauvaise question. Quand par exemple, on a un objectif sur soi-même, par exemple, être discipliné. Les gens qui sont bloqués à cette étape, c'est des gens qui vont juste dire « je veux être discipliné ». Quand on commence à vraiment travailler et changer dans cette étape, on commence à se poser la question « ok, maintenant, comment je fais pour être discipliné? Quelles actions je fais pour être vraiment discipliné? » Bien pour atteindre mon objectif. Et ça paraît tout bête, mais est-ce que vous avez déjà posé cette question? Et cette question de qu'est-ce que je fais, automatiquement, elle entraîne l'action. Et l'action entraîne l'habitude qui entraîne le changement du comportement. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes bloqué dans l'étape du je veux quelque chose, par exemple, je veux avoir de l'estime de moi, je veux être discipliné, mais qu'à côté vous vous demandez pas comment je le fais et quelles actions je mets en place pour être discipliné, des actions concrètes, hein, c'est-à-dire que les choses les plus intuitives, je vais être discipliné, je vais faire du sport par exemple. Si vous n'êtes pas cette lutte interne où vous dites ah là là c'est compliqué, j'arrive pas trop. Si vous n'avez pas cette lutte interne, c'est que vous êtes encore bloqué à cette étape. Si vous commencez à avoir cette lutte où tous les jours, parfois vous arrivez à faire des choses, le lendemain c'est compliqué, etc. Là, vous êtes en plein dans ce niveau-là et c'est quand même bon signe parce que ça amorce les premiers signes de changement. Le niveau 3, moi je l'aime bien parce que c'est l'un des plus connus sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde est bombardé à longueur de journée par ce niveau. Je ne vais pas faire de suspense. Le niveau 3, c'est juste les techniques. Ça va être les techniques et les capacités. Tous les petits hacks mentaux qui vont faire que un changement va être plus facile, par exemple. C'est pas un comportement, c'est juste des petites astuces comme ça, des petits outils qu'on met en place pour changer. Et en fait, le plus intéressant quand on regarde cette pyramide-là, c'est que tout le contenu aujourd'hui qu'on va voir sur les réseaux sociaux qui touche au développement personnel va être focalisé sur cette étape-là. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il reste encore 3 autres niveaux beaucoup plus efficaces que ces choses-là. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Et c'est rare qu'on soit bloqué dans ce niveau parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de contenu sur Internet qui traite de ce sujet-là. Et tenez-vous prêts parce que là, à partir de maintenant, on va rentrer dans un niveau de profondeur que vous n'avez sûrement jamais vu avant. Pour le niveau 4, on va prendre l'histoire de Jack. Jack, c'est un trentenaire, un homme de 30 ans qui fume. Il veut arrêter de fumer, mais il n'y arrive pas. Il a écouté mes conseils. À la pause café, il ne va pas avec ses amis fumeurs. Il se force à rester à l'intérieur, à juste prendre un café sans prendre une cigarette. Donc là, il joue sur l'environnement, le niveau 1. Il a aussi eu l'impulsion du niveau 2. Tous les jours, il lutte contre lui-même pour ne plus fumer. Donc il y a cette lutte interne qui est propre au niveau 2, qui est toujours présente. Mais rien n'y fait, tous les jours, il finit incessamment par recommencer. Mais un jour, il reçoit un appel. On lui dit que son meilleur ami vient de mourir d'un cancer des poumons à cause de la cigarette. Et son ami-là fumait 2 fois moins que lui. Il réalise que c'était pas une légende et son ami laisse 2 enfants sans père derrière lui. Jack, il a 2 enfants, il fait le parallèle et là, c'est une évidence pour lui, il va totalement arrêter de fumer jusqu'à la fin de sa vie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Les croyances de Jack ont changé. Elles sont passées de « je fume parce que ça me fait du bien et ça me détend » à « si je fume, je risque de mourir ». Donc là, bienvenue dans le niveau 4, les croyances. Bon déjà, c'est quoi une croyance? Une croyance, c'est un filtre qu'on va mettre sur la réalité. Chacun a ses croyances et elles vont déterminer nos actions et nos comportements. Et là, il ne s'agit pas de déterminer si une croyance est vraie ou fausse. Par définition, c'est juste un filtre qu'on met. Donc elle n'est pas forcément vraie, elle n'est pas forcément fausse. Elle est vraie dans la mesure où on croit qu'elle est vraie. Mais ça s'arrête là. Par exemple, si je dis que ce paysage autour de moi est joli, c'est ma croyance à moi. C'est le filtre que je mets sur la réalité. Peut-être que je vois le monde en rose. Mais à l'inverse, une autre personne peut venir et dire que j'aime pas ce paysage, j'aime pas la verdure, parce que ce sera sa croyance à elle, ce sera le filtre qu'elle aura mis sur ce monde. Ce qui est puissant avec la croyance, c'est qu'elle est au cœur de toutes nos actions et toutes les pensées qu'on va avoir sur le monde. Et la majorité, si ce n'est l'intégralité de nos comportements, viennent des croyances qu'on va avoir. Si je prends l'exemple de se brosser les dents 2 fois par jour, ce que la plupart des gens font. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on nous a dit, depuis qu'on est tout petit, qu'il est important de se brosser les dents 2 fois par jour, sinon on aura des caries. Et donc là, la croyance qu'on a intégrée, c'est que si on ne se brosse pas les dents 2 fois par jour, on risque d'avoir des caries. Et ça, on considère comme quelque chose de vrai. On l'a intégré, cette croyance, et c'est ça le filtre qu'on met sur notre réalité. Donc le résultat, c'est que tous les jours, on se brosse les dents 2 fois. Peu importe ce qui va arriver, peu importe si on est fatigué, on est obligé de le faire. C'est comme ça, parce que c'est notre croyance. Et si vous arrivez à comprendre ceci, vous pourrez changer n'importe quel comportement. Un autre exemple, c'est celui du petit déjeuner. Toute notre vie, on nous a dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée.
c'est une croyance. Résultat, beaucoup de personnes ont créé le comportement de manger quelque chose le matin en croyant que c'est une chose qui est très importante. Et alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui font le jeûne intermittent, donc ils ne mangent pas le matin et qui vivent très bien comme ça. Pour être plus concret, on va prendre un exemple qui va illustrer si vous êtes bloqué dans cette étape de croyance ou pas. On va prendre l'exemple de l'estime de soi. Si aujourd'hui, votre estime de vous-même dépend de votre réussite, ou si, par exemple, votre amour de vous-même dépend de l'amour que les autres vont vous porter, ou bien le fait de ne pas être rejeté par les autres, là, vous êtes bloqué dans le niveau 4. Pourquoi? Que vous le vouliez ou non, c'est une croyance. D'autres personnes ont la croyance de se dire que leur estime d'elles-mêmes ne dépend pas de la réussite ou de leurs échecs, mais dépend plutôt de l'investissement qu'ils vont donner. Une personne va se dire, ma valeur dépend par exemple de à quel point je me suis donné pour accomplir ce que je voulais. Un autre exemple qui prouve que tu es bloqué dans l'étape 4, si aujourd'hui tu te sens toujours triste et que tu penses que le monde est méchant, voilà, tu dis des phrases comme ça, comme le monde est méchant, ou bien la vie est dure, tu es bloqué dans l'étape 4. Dans l'étape 4, croyance qui crée des comportements qui seront en accord avec ta croyance. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment faire pour changer les croyances. Parce que oui, c'est des choses qui sont ancrées en nous depuis petit, qu'on nous a répétées depuis longtemps. Donc là, comme je l'ai dit, on touche à une structure qui est vraiment profonde de notre esprit. Et forcément, c'est difficile de la changer. On ne la change pas en un claquement de doigts comme ça. Il faut du travail. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez déjà intégré et compris tout ce que j'ai dit sur les croyances et que vous l'acceptez, vous avez déjà pris du recul par rapport à ce que vous pensez être la vérité et par rapport à ce que vous pensez être le filtre que vous mettez sur la vie. Là, c'est déjà une première étape. Donc là, vous avez un premier pas de recul, une première distanciation par rapport à ce que vous pensez être la vérité. Si ça, vous l'avez intégré, c'est déjà bon signe, ça veut dire que vous pouvez commencer à vous défaire de certaines croyances. Après, la question, c'est comment intégrer une nouvelle croyance sur vous-même. Très bonne question. Et bien, figurez-vous que je l'explique précisément dans mon livre. Donc, si vous voulez aller le lire, le lien est dans la description. En attendant, on passe au niveau 5. Mon niveau préféré, quand j'étais plus jeune, je regardais un animé qui s'appelle My Hero Academia. En fait, c'est l'histoire de... C'est un monde imaginaire où 80% de la population ont des super pouvoirs. Et donc, y a un métier qui est né naturellement, qui est le métier de super-héros. Et il y a un héros dedans que j'aime particulièrement. Et lui, il a un pouvoir qui est tout pourri, qui est traverser les murs, traverser les objets de façon générale. Et dans tous les films de super-héros, dans toutes les séries de super-héros, ce pouvoir, c'est pas le pouvoir le plus badass, et c'est rarement le personnage principal qu'il a. Et là, le personnage qu'il a, au début, c'était comme ça, mais il a réussi, en le travaillant, à devenir le héros le plus fort de sa génération. Et un jour, il doit affronter un méchant. Et malheureusement, pendant ce combat, il perd son pouvoir. Donc là, on se dit, c'est fini, un super-héros sans pouvoir, c'est comme un basketteur sans ballon, ça n'a aucun sens. Là, on se dit, c'est bon, c'est fini, il va perdre. Et en fait, il continue à se battre, il arrive à se battre avec la même intensité et limite la même force qu'il a avec son pouvoir. Et le super vilain, il est stupéfait, il se dit, mais comment c'est possible? Et là, on comprend quelque chose d'essentiel, c'est que sa force est devenue identitaire. L'identité, comme dans le cas de Le Million, elle nous permet de tenir un comportement, peu importe le contexte, peu importe les techniques, peu importe les croyances qu'on va avoir. C'est notre identité, c'est nous, c'est ce qu'on est. Et du coup, on fait les choses par rapport à ce qu'on est. Pour finir de te convaincre, tu as déjà dit cette phrase, je suis comme ça, c'est mon tempérament, c'est mon identité. Et d'accord. Et rien que cette phrase, elle justifie toutes les actions que tu vas faire après. Si ton identité, c'est la gentillesse, toutes les actions que tu vas faire vont se porter sur la gentillesse. C'est-à-dire que tu vas donner de l'argent aux plus nécessiteux, tu vas être agréable avec les gens. L'identité, elle conditionne notre comportement à un niveau ultra profond, dans le sens où les gens sportifs qui sont vraiment disciplinés dans le sport ne vont plus opérer au stade de l'environnement, ça me paraît évident, ni de la technique, comme ranger ses affaires la veille pour aller au sport le lendemain. Elles s'opèrent pas à ce niveau-là, elles opèrent au niveau du « je suis sportif, je fais du sport parce que je suis sportif et parce que j'aime ça ». Mon identité, c'est aimer le sport, donc je fais du sport. Et inversement, les personnes qui procrastinent beaucoup et qui ont du mal à se discipliner, peut-être que leur discours interne, leur identité, c'est « je suis un flemmard, je manque de discipline, je n'aime pas le sport ». Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de quelque chose d'important, qui est assez délicat parce que beaucoup de personnes pensent que l'identité est fixée, que la personnalité est fixée, qu'elle ne changera jamais et c'est la seule chose qu'on a. Et je peux comprendre cette vision, parce que si finalement on considère qu'on n'a pas d'identité, comment on se construit? C'est d'ailleurs ce que disait Sartre avec sa fameuse phrase
nous sommes condamnés à être libres, parce que finalement, le fait d'être déterminé par des causes externes, notre personnalité, par notre tempérament, ça crée une certaine structure. Et si cette structure elle est plus là, on peut être un peu perdu. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est d'où vient le terme personnalité. La personnalité, ça vient étymologiquement du mot persona, qui était un masque que les acteurs grecs mettaient sur scène pour amplifier les caractéristiques d'un personnage. C'est-à-dire que c'est un masque social qu'on met et pour dire, voilà, ça c'est moi. Et pour dire, voilà, là j'ai de la personnalité, là j'ai du tempérament. Donc ce qu'il faut comprendre de cette définition, c'est que la personnalité n'est pas figée et c'est un rôle, un masque qu'on endosse. J'en veux pour preuve, parfois on a des comportements qui vont totalement à l'encontre de ce qu'on considérait être notre personnalité. Un autre exemple aussi, je sais pas, vous avez déjà eu cette sensation quand vous sortez du cinéma, vous avez regardé un film que vous avez adoré, votre comportement et votre personnalité est calqué sur celle du héros. C'est pas, vous commencez à marcher différemment, vous devenez plus charismatique, bien vous voyez les choses différemment, vous mettez à analyser parce que c'est un personnage qui était, analytique, intelligent, etc. Bref, ça montre bien que la personnalité, elle n'est pas figée. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Beaucoup de personnes sont bloquées à ce stade-là, et la majorité même des personnes sont bloquées à ce stade-là sans savoir comment faire. Et là, je vais vous dire clairement comment faire. Une première méthode, c'est la visualisation. Et plus on va s'imaginer, plus on va créer cette habitude-là de comportement et de caractéristiques. Deuxième point, c'est l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est une forme douce d'hypnose. On va répéter consciemment des choses à notre inconscient. Et en fait, la clé dans l'autosuggestion, c'est toujours commencer ces phrases par « je suis ». Parce que là, on est au niveau identitaire. Et quand on commence ces phrases par « je suis », par exemple « je suis discipliné », on a une cohérence qui se crée sur notre identité. Forcément, au début, en disant cette phrase, on ne va pas le croire. Mais à force de le répéter, ça va commencer à rentrer dans notre tête. Vous allez voir que inconsciemment, tous les comportements que vous allez faire vont être calqués sur cette phrase-là. Et le niveau 6, le plus... celui-là, si vous l'atteignez, c'est incroyable. Après, il n'est pas fait pour tout le monde. C'est le niveau spirituel. Petite question comme ça, selon vous, quel est le comportement le plus difficile à donner à quelqu'un? Le désir de se donner la mort. Pourquoi? Parce qu'on a un instinct de survie qui fait que dès qu'on sera confronté à une situation dangereuse, notre réflexe, ce sera de se protéger. Maintenant que cela est dit, on va se poser une question. Comment le gouvernement japonais a fait pour créer les kamikazes? Les kamikazes, ce sont des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale qui remplissaient leur réservoir à moitié, assez de carburant, de kérosène pour un aller, mais pas pour un retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces aviateurs étaient destinés à foncer tout droit sur l'ennemi, à donner leur vie pour leur pays. Comment un État a réussi à éradiquer l'instinct de survie de quelqu'un, de dizaines de milliers de personnes? Parce qu'il a réussi à opérer au niveau le plus élevé dans la profondeur de la psyché humaine, qui est la spiritualité. Et en fait, ils ont réussi à créer une cause divine qui transcendait les personnes, qui transcendait les aviateurs pour leur permettre d'atteindre quelque chose qui les dépasse. Et c'est ça, en fait, la clé de la spiritualité, c'est répondre à la question pourquoi on fait cette chose-là. Et si on a un pourquoi fort, un pourquoi qui nous dépasse, qui ne dépend pas seulement de nous, là, le comportement qu'on cherche à adopter ou à enlever, il devient plus hypothétique ou volontaire, là il devient vital. C'est une raison de vivre. C'est une mère qui va se sacrifier pour son enfant. C'est Elon Musk qui choisit de travailler du lever jusqu'au soir pour rendre la population multiplanétaire. C'est le moine, on est dans la spiritualité en plus, qui va vivre dans un monastère jusqu'à la fin de ses jours pour se consacrer à une seule cause. Certes, ce niveau il est hypothétique et c'est assez compliqué de l'atteindre dans la vraie vie, mais ça nous fait comprendre pourquoi des personnes arrivent à changer du tout au tout en ayant une révélation peut-être divine, en se disant ça y est, maintenant c'est ça que je veux faire, et qui sont prêts à passer des heures à travailler ou à donner leur vie pour une cause qui les dépasse, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous aimez bien la fiction et que ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description, il y a mon livre qui est disponible et vous pouvez vous le procurer sur Amazon ou sur mon site internet. Et je vous dis à bientôt.